on vole, et à un certain moment, il y a un bruit énorme dans l'appareil. Tout qui se met à trembler. Bonjour tout le monde et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carola Pilote, pilote professionnel hélicoptère et instructeur de vol. Dans le rapport EASA, la Annual Safety Review 2020, on lit que l'année dernière, il y a eu 4 accidents mortels en hélicoptère. 4, ce n'est pas un grand chiffre, mais 4, c'est 4 de trop. Il faut savoir que la cause de 80% des accidents, c'est l'erreur humaine. L'erreur peut arriver à tout le monde, on n'est pas là pour juger. Par contre, on peut lutter pour améliorer ces statistiques en étudiant les erreurs déjà commises pour ne pas les répéter. Dans la dernière vidéo, nous avons rencontré Alphonse Cadière, qui a plus de 68 ans aux commandes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici. Alors moi, je suis une grande curieuse et je voulais savoir si pendant sa carrière, il a eu un accident en hélicoptère. Voici sa réponse. Je touche du bois, j'ai fait un sans faute. Et j'en suis très fier, très fier, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont plus là pour le raconter. Je ne sais pas qui décide là-haut, mais en tous les cas, je n'ai jamais eu d'accident. Par contre, j'ai failli avoir au moins 5-6 fois des accidents qui auraient été mortels, ça c'est sûr. Le bon Dieu n'a pas voulu et je suis toujours là. Et heureusement, parmi ces 5 ou 6 fois, il y a l'histoire au plein milieu du Sahara en Algérie. La mission, c'était d'aller chercher des hélicoptères en fin de potentiel à la base de Tamanrasset dans le sud d'Algérie et les ramener pour une visite de révision à la base aérienne à Oran dans le nord. Ils partaient tôt le matin, volaient toute la journée, ils n'avaient pas le temps de traîner puisqu'il fallait arriver avant la nuit. Écoutez son histoire. Bon, à l'époque, en Algérie, j'étais dans une escadrille équipée de bananes volantes. La banane volante, c'est ce fameux hélicoptère qui ressemble d'ailleurs à une banane et avec 2 rotors, voilà. Et nous avions à Tamanrasset une base avec des hélicoptères, des Vertol bien sûr, des bananes. Et nous étions chargés, lorsqu'ils avaient volé et que l'appareil était à bout de potentiel, donc il avait besoin d'une visite, on amenait un hélicoptère, pas neuf, mais enfin un hélicoptère qui venait de faire sa visite, et on ramenait l'autre. C'était quand même assez embêtant parce que la distance était à peu près 2000 km. Ça fait quand même beaucoup. D'autant plus que quand on y allait, on avait le soleil comme ça le matin, il se levait, on partait très tôt le matin, et qui faisait ça et qui allait se coucher à l'ouest. Donc pendant toute la journée, nous avions ce soleil dans les yeux. Nous avions 2 soucis. Le carburant, d'abord, parce que nous pouvions faire un plein à El Goléa. Ensuite, nous attaquions le plateau du Tademaïd qui fait 700 ou 800 km de long, où il n'y a rien, absolument rien. Et là, nous étions donc obligés d'amener des bidons, des gros fûts de 200 litres d'essence. On se posait au milieu de notre parcours, on mettait l'essence et on repartait. Et ça nous permettait d'aller jusqu'au pays d'Arak, où là également, on avait un ravitaillement en essence. La seule chose que je craignais beaucoup, c'est le vent de sable. Alors, une fois, bien entendu, j'étais sur le parcours, je descendais des hélicoptères donc, avec des potentiels tout neufs, et j'avais un 2e hélicoptère qui me suivait. On partait toujours à 2, ou plus, mais jamais tout seul, à 2. Et à un certain moment, eh bien, ce fameux vent de sable qu'on craignait tous s'est mis à se lever. J'avais très peur de 2 choses, la visibilité qui diminue, et surtout la vitesse qui diminue beaucoup, et j'avais peur de ne pas avoir assez de carburant pour aller jusqu'au pays d'Arak. Alors, l'astuce, c'était de descendre le plus bas possible, parce que le vent, il est assez fort en altitude, et il diminue au fur et à mesure, la vitesse diminue au fur et à mesure qu'on descend près du sol. Donc, je dis à mon copilote, je dis, vous descendez
le plus près du sol. Et à mon numéro 2, je lui dis aussi, on descend près du sol parce qu'on aura quand même moins de vent. Le gars me dit, oui, oui, d'accord, ok. Je m'estimais à 2-3 mètres du sol. Et puis on y va. Et là, c'est l'angoisse parce qu'on ne sait pas exactement à quelle hauteur on est. Et on vole. Et à un certain moment, il y a un bruit énorme dans l'appareil. Tout qui se met à trembler. Je me demandais si on n'avait pas perdu un rotor, moi. Alors, on était effrayés, tout le monde était effrayé à bord. On a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien cogné, on n'a pas cogné, il n'y a rien, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien du tout. Et mon numéro 2 me dit, leader, vous venez de toucher votre roulette de nez. Alors, évidemment, je me suis posé pour regarder les dégâts. Rien. Il n'y avait rien. La roulette avant avait bien supporté le choc, mais ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais le numéro 2, il a un repère, il a l'hélicoptère devant lui. Mais celui qui est devant, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas dire si vous voyez le ciel, si vous voyez l'horizon, si vous voyez le sol, si vous voyez la terre. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Heureusement, pas de dégâts. On remonte dans l'appareil, on met en route. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Sabine n'a pas eu ma chance. Parce que quand moi j'ai touché, c'était vraiment le plateau d'État-d'Amide, le tout plat. Tandis que lui avait une petite bosse. Il ne pouvait pas voir. Je suis bien placé pour dire il ne pouvait pas la voir. Donc il a touché la bosse, et là bien sûr c'était l'explosion. Et là je me suis dit merci mon Dieu, parce qu'il y aurait eu la moindre petite bosse, l'appareil s'immobilisait, il explosait, et c'était fini. Voilà, ça m'a fait très très peur. Et tout le monde à bord d'ailleurs, hein. Tout le monde à bord. Effectivement, ils avaient la pression du temps. Il fallait arriver avant le coucher de soleil. Ils avaient également le facteur de carburant. Ils avaient tout juste pour faire le trajet. La stratégie, c'était de voler près du sol pour qu'il y ait moins de vent, moins de turbulences et plus de visibilité. Il y avait le risque de collision avec un obstacle au sol. Ça aurait pu être fatal. Cet épisode a fait beaucoup réfléchir Alphonse. Je suis curieuse de savoir si ça lui arrivait une deuxième fois, s'il aurait pris la même décision. Et vous, à la place d'Alphonse, qu'auriez-vous fait dans cette situation? N'hésitez pas à répondre en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette histoire vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. À bientôt pour un nouvel épisode. Come fly with me!